Tu es une honte pour la famille. Mes parents m'ont blâmé après que mon frère aille tromper ma femme, ils ont exigé mon pardon et m'ont critiqué sans pitié. Quand on se marie, on n'imagine jamais que les personnes que l'on aime le plus seront les mêmes qui un jour vous laisseront dévastés. Je me suis marié avec l'idée que le mariage était pour la vie et, plus que ça, que la famille était un espace sacré où l'on pouvait faire confiance aveuglément sans se douter que les mêmes personnes qui vous serrent dans leurs bras à Noël préparent lentement votre ruine. Il m'a fallu des années pour le réaliser, mais quand j'ai compris, il n'y avait plus de retour en arrière possible. À ce moment-là, j'étais déjà plongé jusqu'au cou dans une trahison si sale et grotesque que si je ne l'avais pas vécu moi-même, je penserais que c'est un drame de bas étage, un de ceux que l'on voit à la télévision un dimanche après-midi. Ma femme et moi étions ensemble depuis 17 ans, presque une demi-vie. 2 enfants, une maison en banlieue, des comptes partagés, un vieux chien qui dormait plus qu'il n'aboyait, et une routine si stable que parfois ça me faisait peur de voir à quel point tout était devenu prévisible. Mais j'étais à l'aise, heureux même, je pensais qu'avoir de la stabilité était ce à quoi tout adulte devrait aspirer. Bien sûr, jusqu'à ce que je commence à remarquer des choses qui au début me semblaient insignifiantes, des appels qui se coupaient quand j'entrais dans la pièce, des ricanements étouffés sur des audios supprimés, des absences justifiées par des excuses mal construites, et une étrange tension dans l'air chaque fois que mon frère cadet était mentionné. Mon frère, quel fils de... Il a toujours été le charismatique de la famille, celui qui captait l'attention de tous, celui qui semblait avoir cette capacité à s'entendre avec tout le monde. Nous avons grandi ensemble, partagé une chambre, des secrets, des bagarres d'enfance, tout. Je n'ai jamais imaginé que ce salaud, de tous les hommes du monde, serait précisément celui qui se mettrait entre les jambes de ma femme. Mais c'est arrivé, et pas une fois, pas par erreur, pas comme une nuit d'ivresse sans importance, non. Leur relation était une relation cachée, sale, entretenue par des mensonges et la morbidité de me prendre pour un imbécile pendant des années. Quand je l'ai découvert, il était trop tard pour sauver ce que nous avions eu. C'est un message qui m'a finalement ouvert les yeux. Ma femme a fait l'erreur de transférer une note vocale qui ne m'était clairement pas destinée. Dedans, mon frère disait, d'une voix dégoûtamment familière, « Tu ne sais pas à quel point c'était excitant de te voir aujourd'hui. J'ai failli oublier que tu es ma belle-sœur. » Entendre ça, c'était comme recevoir une balle dans la poitrine. Mes mains tremblaient, mon estomac s'est retourné, et la seule chose que j'ai pu faire à ce moment-là a été de rire de rage, un rire amer qui ressemblait plus à un gémissement de douleur. Il m'a fallu des heures pour la confronter, et quand je l'ai fait, elle a tout nié avec une froideur qui m'a fait me demander si je connaissais vraiment la femme avec qui je dormais chaque nuit. « Tu imagines des choses » a-t-elle dit avec ce regard faux qu'elle utilisait quand elle essayait de se sortir d'un mauvais pas. Mais ce n'était plus juste un soupçon. J'avais déjà les premières traces de la vérité, et à partir de ce moment, je suis devenu obsédé par l'idée d'obtenir chaque pièce manquante pour reconstituer tout le puzzle. Pendant des semaines, je me suis consacré en silence à rassembler des preuves. Je ne pouvais pas dormir. Je vérifiais ses déplacements, j'ai cloné son WhatsApp web, activé un logiciel sur l'ordinateur familial qui sauvegardait des copies des fichiers temporaires, et même un microphone caché dans le bureau où elle avait l'habitude de travailler les après-midi. Il n'a pas été difficile de trouver ce que je cherchais. Entre des messages explicites, des conversations qui semblaient tirées d'un motel miteux, et des audios où il prévoyait de se voir pendant que je croyais qu'elle allait faire des courses, j'ai tout confirmé. Ce qui m'a le plus blessé, cependant, c'est la façon dont il parlait de moi, comme si j'étais une nuisance, comme si j'étais l'idiot qu'il fallait tenir tranquille pendant qu'il jouait aux amants de roman. Mon frère disait des choses comme « Je ne comprends pas comment il ne s'en est toujours pas rendu compte, l'inconscient. » Et elle répondait « Il est si confiant. » Parfois, j'ai envie de le lui dire juste pour voir comment ce visage de mari parfait s'effondre. Et c'est là que j'ai su. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était une soif de justice. Je devais les exposer. Je ne pouvais pas garder ça ravalé dans ma poitrine pendant qu'ils continuaient leur jeu de mensonges. Et si mon père m'a appris quelque chose quand j'étais enfant, c'est que les trahisons ne doivent pas être négligées. Si quelqu'un te crache au visage, tu ne lui rends pas un sourire, tu lui rends le coup, et tu fais en sorte que ça fasse mal. C'est ainsi que j'ai décidé que tout allait se terminer lors d'un dîner, un dîner de famille. J'inviterai tout le monde, mes parents, mes enfants, les tantes qui se mêlent toujours de ceux qui ne les regardent pas, les cousins qui sont plus bavards qu'utiles, et bien sûr, les 2 protagonistes de ce roman dégoûtant. Je leur dirai à tous que c'était une tentative de réconcilier la famille parce que dernièrement il y avait eu trop de tensions. Ma femme, en bonne hypocrite, a immédiatement accepté. Mon frère était également ravi d'être le centre de l'attention.
Comme toujours, personne ne se doutait de ce qui allait vraiment se passer ce soir-là. J'ai acheté du vin, j'ai cuisiné avec l'aide de mes enfants, j'ai tout préparé comme si c'était une nuit spéciale, mais j'ai aussi tout imprimé, chaque capture d'écran, chaque photo, chaque conversation. J'ai mis les audios dans un dossier avec un haut-parleur et j'ai écrit une chronologie détaillée de chaque rencontre que j'avais pu retracer. J'avais tout préparé. J'allais faire éclater cette bulle de mensonges devant tout le monde, et j'allais le faire sans pitié parce qu'après tout ce qu'ils m'ont fait, la seule chose qu'il me restait était le droit de parler. C'était le prélude au dîner le plus merdique de ma vie. Dans la prochaine mise à jour, je vous raconterai comment tout s'est passé, ce qui s'est produit quand j'ai commencé à parler, comment mes enfants ont réagi, ce que mes parents ont fait, et ce que j'ai dit à ma femme quand elle a essayé de m'interrompre, parce que oui, elle a essayé de m'arrêter, mais il n'y avait aucun moyen. Ce soir-là, j'avais le contrôle. Mise à jour 1, une semaine plus tard, je peux encore fermer les yeux et voir avec une clarté glaçante chaque seconde de ce dîner. Le moment exact où l'atmosphère a changé, l'instant où les visages heureux sont devenus tendus, un par un, quand ils ont réalisé que ce n'était pas une simple réunion de famille, que ce n'était pas une nuit pour partager des rires ou des étreintes, mais pour regarder brûler tout ce qu'ils considéraient autrefois comme stable. Et le plus malsain dans tout ça, c'est que j'avais tout planifié avec une froideur que je n'aurais jamais imaginé exister en moi. J'ai préparé cette nuit comme un chirurgien qui sait exactement où couper, quel nerf toucher, et jusqu'à quel point le patient peut saigner avant de s'effondrer. Ça a commencé comme n'importe quel dîner de famille chez nous. Ma femme, avec son faux sourire et sa robe rouge, celle qu'elle portait quand elle voulait que je lui dise qu'elle était magnifique, allait d'un endroit à l'autre, vérifiant que les plats étaient bien disposés. Ma mère a apporté un de ces desserts esséurants que nous détestons tous mais que nous faisons semblant d'aimer par tradition. Mon père s'est assis en bout de table comme s'il avait encore une autorité morale, et mes enfants avaient l'air heureux d'avoir toute la famille réunie. Et il était là, mon frère, le salaud qui me souriait avec ce visage de rien ne s'est passé ici. Buvant bière sur bière comme s'il n'était qu'un des nôtres, comme s'il n'avait pas baisé ma femme plus d'une fois pendant que mes enfants dormaient dans la chambre d'à sans grave côté. Les 40 premières minutes ont été tendues pour moi, mais pour tous les autres, tout semblait normal. Il parlait de politique, de la chaleur insupportable, de la façon dont le chien boitait à nouveau. Je ne parlais pas beaucoup, je hochais simplement la tête, servais du vin et m'assurais que chacun avait sa place. Je savais que si je me précipitais, je gâcherais l'impact. Il fallait que tout le monde se sente à l'aise, en sécurité, pour que le coup soit encore plus dévastateur. Et quand nous avons fini de manger, juste au moment où je commençais à débarrasser les assiettes, j'ai pris le microphone du haut-parleur Bluetooth que nous utilisons pour la musique de fond, je l'ai connecté à mon téléphone portable et j'ai laissé le véritable hôte de la soirée parler. La vérité, c'est que tout a commencé par un audio. La voix haletante de mon frère disant entre deux rires qu'il avait hâte qu'elle porte cette lingerie en dentelle noire qu'il lui avait achetée. La conversation était si explicite, si grotesque, qu'une de mes tantes a laissé tomber son verre et a murmuré quelque chose comme « c'est une blague ». Non, mais ce n'était pas une blague. Et quand je les ai regardés, ils avaient tous cette expression que l'on ne voit que lorsqu'on réalise que la réalité que l'on connaissait vient de voler en éclats. Ma femme était blanche comme un linge, la bouche bée, tandis que mon frère a simplement baissé le regard et est resté complètement silencieux, comme si à ce moment-là son âme venait d'être arrachée de son corps. Puis j'ai parlé, et ce n'était pas avec des cris ou des coups sur la table, c'était avec un calme qui m'a fait peur. J'ai dit que j'avais rassemblé des preuves pendant des mois, que j'avais entendu chaque audio, lu chaque message, et même vu les photos qu'ils s'envoyaient. Je leur ai raconté comment elle prétendait être malade pour aller avec lui dans un motel de bord de route, comment elle inventait des réunions de travail pendant que je restais pour m'occuper des enfants, et comment même à Noël, pendant que je faisais le barbecue avec son père, elle lui écrivait « Je t'aime » depuis la salle de bain. Ma mère a fondu en larmes. Mon père s'est levé de table et a dit à mon frère qu'il était une honte pour la famille, que même dans ses pires jours il n'avait jamais rien vu d'aussi dégoûtant. Mes enfants ne comprenaient pas tout à fait, mais ils savaient que quelque chose de grave se passait. Mon fils aîné, à peine 14 ans, m'a regardé avec les yeux larmoyants et a dit doucement « Elle a vraiment fait ça » et je ne savais pas quoi répondre. J'ai juste hoché la tête, ravalant ma rage pour ne pas détruire quelque chose devant lui. Quand ma femme a essayé de se lever de sa chaise pour m'arrêter, j'ai posé un dossier sur la table avec toutes les captures d'écran. Je les ai jetées une par une, comme quelqu'un qui distribue des cartes dans une partie de poker. « Tu veux que je mente ?» ai-je dit. « Tu veux continuer à faire comme si ça n'était pas arrivé ?» Et puis, la regardant dans les yeux, j'ai lâché ce que je me répétais depuis des semaines comme un mantra.
Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas que tu m'aies trahi, c'est que tu aies permis à nos enfants de grandir en croyant que c'est ça l'amour. » Toute la famille était silencieuse. Certains pleuraient, d'autres ne savaient pas où regarder, et j'ai continué à parler. Je leur ai raconté ce que j'avais ressenti, comment je m'étais brisé à l'intérieur, combien il était difficile pour moi de me lever le matin en sachant que la femme qui dormait à côté de moi rêvait d'un autre homme, et que cet homme portait le même nom de famille que moi. Et j'ai terminé en disant que cette nuit n'était pas une vengeance, qu'il ne s'agissait pas de détruire, mais d'exposer, qu'il y avait trop de masques dans cette famille, et que je ne pouvais plus continuer à faire partie du mensonge. Il n'y a pas eu d'applaudissements ni d'étreinte. Il y a eu le silence, un silence si dense qu'on pouvait le sentir sur sa peau. Un de mes neveux adolescents s'est levé et a dit « Je ne veux pas être comme vous » et a claqué la porte derrière lui. Mon frère a essayé de dire quelque chose, mais mon père lui a hurlé de se taire, qu'il avait fait assez de dégâts. Ma femme est restée assise, complètement immobile, les larmes coulant sur son visage, comme si elle venait de réaliser l'enfer qu'elle avait elle-même créé. Et moi, je me suis simplement levé, j'ai marché jusqu'à la chaîne stéréo, j'ai éteint la musique de fond, et j'ai dit « Merci d'être venu. Vous pouvez partir quand vous voulez. » J'avais déjà dit ce que j'avais à dire. Mise à jour 2 semaines plus tard, l'écho de ce dîner résonne encore dans tous les recoins de ma maison, comme si les murs eux-mêmes ne voulaient pas oublier ce qui a été dit, ce qui a été brisé, ce qui a été révélé. Je pensais qu'en laissant sortir tout ce que j'avais gardé à l'intérieur, je ressentirais quelque chose de semblable à la paix. Mais la vérité est que le calme ne vient pas après le chaos. Ce qui vient, c'est la poussière, les ruines, les conséquences. Et celles-ci, croyez-moi, les conséquences ne se sentent pas seulement, elles se respirent, elles sont dans la façon dont mes enfants me regardent maintenant, avec ce mélange de tristesse, d'incrédulité et de besoin de réponse que je ne suis toujours pas capable de leur donner. Elles sont dans la façon dont ma mère, d'une voix tremblante pleine de honte, m'a appelé le lendemain juste pour me dire qu'elle ne pouvait pas croire que cela se passait dans sa famille. Elles sont dans les messages, les silences gênants, les appels manqués que je ne retourne plus parce que je ne veux pas continuer à expliquer l'inexplicable. Ma femme n'a pas quitté la maison. Elle vit dans la chambre d'amis depuis cette nuit-là, comme une ombre silencieuse errant sans but. Elle ne parle pas, elle ne s'excuse pas, elle n'essaie pas, elle existe simplement. Elle va de la cuisine à la salle de bain, de la salle de bain à la chambre, évitant de me croiser, de croiser les enfants, le chien. Et quand nos enfants lui demandent pourquoi elle est là, pourquoi papa ne lui parle pas, pourquoi nous ne mangeons plus ensemble, elle parvient à peine à baisser les yeux et à marmonner des excuses bon marché qui ne convainquent même pas les plus naïfs. Il y a quelques jours, je l'ai entendue pleurer silencieusement en parlant au téléphone à quelqu'un. J'imagine que c'était une amie, disant que tout était devenu hors de contrôle, qu'elle ne pensait pas qu'il serait capable d'aller si loin. En parlant de moi, comme si c'était moi qui avais merdé, comme si dire la vérité à voix haute était plus répréhensible que de m'avoir menti pendant des années en couchant avec mon frère. Mon frère, de son côté, a disparu. Personne ne sait si c'est par honte, par lâcheté, ou simplement parce qu'il n'a pas les couilles d'affronter ce qu'il a causé. Mon père m'a dit qu'il l'avait chassé de chez lui quand il est allé chercher du réconfort, qu'il lui a crié qu'il était une honte, qu'il n'ose plus remettre les pieds dans la maison familiale après ce qu'il avait fait. J'adorerais dire que cela m'a procuré une certaine satisfaction, mais la vérité est que tout ce que j'ai ressenti était un vide plus grand, parce que même si je le déteste de toutes les fibres de mon être, il reste mon frère, et ça, peu importe à quel point ça fait mal, ça pèse sur ma poitrine comme une enclume. Un jour, quand mon plus jeune fils m'a demandé pourquoi son oncle ne venait plus, j'ai dû inventer une histoire absurde sur le fait qu'il était en voyage parce que je n'avais aucune idée de comment lui expliquer que son propre oncle avait brisé sa famille en 1000 morceaux. Quant au reste de la famille, les réactions ont été un défilé d'hypocrisie, de solidarité tiède et de jugement déguisé en préoccupation. Ma tante Angela, celle qui se mêle toujours de tout, m'a appelé pour me dire que peut-être il aurait été préférable de gérer ça en privé. En privé, comme si cela avait été un malentendu mineur, comme si mon cœur avait été brisé en secret et que la solution était de balayer ça sous le tapis. J'ai raccroché sans dire un mot. Je ne laisserai personne me dire comment j'aurais dû réagir au pire coup de poignard de ma vie. Le cousin de ma femme, cet imbécile qui joue toujours les sages, m'a envoyé un long message parlant d'empathie, de seconde chance, de la façon dont parfois la passion l'emporte sur la raison. J'ai failli le frapper à travers le téléphone portable. Comme il est facile de philosopher de l'extérieur quand on n'est pas celui qui vit avec la plaie ouverte. Mais tout n'a pas été mauvais. Certains membres de ma famille se sont approchés de moi avec une sincérité que je n'attendais pas. Ma cousine Laura,
par exemple, m'a dit que j'étais courageux, que personne n'aurait osé faire ce que j'ai fait, qu'à la fin tout le monde savait qu'il y avait quelque chose d'étrange entre eux, mais personne ne voulait être le premier à ouvrir la bouche. Aussi, ma mère, bien que cela ait été difficile pour elle, a fini par admettre qu'elle avait remarqué des attitudes étranges mais qu'elle préférait se taire pour ne pas créer de conflit. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était désolée de ne pas m'avoir protégé comme elle aurait dû. C'était l'un des rares gestes honnêtes que j'ai reçus ces jours-ci, et bien que bref, cela a semblé être une bouffée d'air frais au milieu de tant de fumée. En ce moment, ma routine est devenue un étrange mélange d'épuisement émotionnel et d'automatisme. Je me lève tôt, prépare le petit déjeuner juste pour les enfants, les emmène à l'école, et je rentre dans une maison qui ne me semble plus la mienne. Je travaille depuis la salle à manger parce que je ne supporte pas d'être enfermé dans le bureau où elle s'asseyait pour écrire des messages à mon frère. Le silence est lourd, la tension se ressent dans chaque coin. Mes enfants, bien qu'ils ne le disent pas, ont changé. Ça se voit dans leurs yeux, dans leurs gestes. L'aîné ne me parle presque pas, comme s'il digérait lentement tout ça. Le plus jeune n'arrête pas de demander si maman va rester dans sa chambre pour toujours, si je vais avoir une autre femme, si son oncle ne fait plus partie de la famille. Je n'ai de réponse pour aucune de ces questions, et cela me dérange profondément de devoir improviser des explications médiocres pour masquer le désastre émotionnel dans lequel ils grandissent. Je suis allé en thérapie, non pas parce que je pense que ça va me sauver de quoi que ce soit, mais parce que je sentais que si je ne parlais pas à quelqu'un, je finirais par crier sur la moitié du monde ou par casser quelque chose. Lors de la première séance, la psychologue m'a demandé ce que j'espérais accomplir avec tout ça, et j'ai mis du temps à répondre. Finalement, je lui ai dit que je ne savais pas clairement, mais que j'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivé à ce point sans m'en rendre compte. Comment se fait-il que la personne avec qui j'ai partagé presque 2 décennies ait pu me mentir avec une telle naturelle? Comment se fait-il que mon propre frère ait pu me sourire après m'avoir poignardé dans le dos? La thérapeute n'a pas répondu immédiatement, elle m'a juste regardé avec ce visage neutre que tous ceux qui sont formés pour ne pas porter de jugement ont. Et puis elle m'a dit que les gens ne trahissent pas toujours par méchanceté, que parfois ils le font par faiblesse. J'ai failli lui rire au nez parce que cette phrase, cette excuse au nom de la complexité humaine, est la même que j'ai entendue toute ma vie pour justifier des actes impardonnables. Les quelques amis qui l'ont appris m'ont écrit des mots d'encouragement, certains même avec cette admiration silencieuse que ceux qui aimeraient avoir le courage de faire ce que j'ai fait ont, mais la plupart sont restés à l'écart, et je comprends. Personne ne veut se mettre au milieu d'une tragédie familiale, surtout quand il y a des enfants impliqués. Certains se sentent mal à l'aise, d'autres coupables de n'avoir rien remarqué. Il y a même un collègue qui m'a avoué qu'il avait un jour entendu une rumeur sur mon frère et ma femme mais qu'il n'avait rien voulu me dire par respect. Mon cul le respect. Dans cette histoire, tout le monde savait quelque chose, tout le monde soupçonnait, mais personne n'a rien dit parce que personne ne voulait être celui qui allume la mèche. C'est moi qui ai dû tout mettre en feu pour qu'ils puissent enfin voir ce qui était juste sous leur nez. Sur le plan pratique, j'ai fait quelques démarches. Je suis en train de revoir les comptes, les mouvements financiers, les relevés bancaires. Je soupçonne que ma femme ne m'a pas seulement trompé émotionnellement mais qu'elle a aussi mis la main sur des choses qui ne lui appartenaient pas. J'ai trouvé des virements étranges, des dépenses qui n'ont pas de sens, des dépôts sur un compte que je ne reconnais pas. Je suis déjà en contact avec un avocat. Si cela devient une séparation légale, et tout porte à croire que oui, je n'ai pas l'intention de la laisser me baiser de ce côté-là aussi. Si elle pensait qu'elle pouvait me trahir émotionnellement et ensuite garder une partie de ce que nous avons construit, elle est plus foutue qu'elle ne le pensait. Et si je découvre que mon frère a aussi quelque chose à voir avec le côté financier, ma voix ne tremblera pas pour le mettre dans des ennuis judiciaires. Je me fiche qu'il soit de mon sang maintenant. Ce mot ne signifie rien quand il vous poignarde avec un couteau et vous sourit pendant que vous saignez. Mes parents sont dévastés. Ils ne me le disent pas directement, mais je le remarque. Mon père m'appelle à peine. Je suppose qu'il a du mal à accepter que l'un de ses enfants soit un traître et que l'autre ait dû devenir un bourreau pour rétablir une certaine justice. Ma mère, en revanche, insiste sur l'idée du pardon. Elle m'envoie des audios avec des réflexions religieuses, des phrases de livres de développement personnel, même des poèmes. Elle dit que la haine rend malade, que je dois lâcher prise, et j'essaie, je jure que j'essaie, mais on ne peut pas lâcher quelque chose qui vous ronge encore de l'intérieur. Je ne peux pas tourner la page si chaque jour je vois le visage de la personne qui l'a écrite se promener dans ma maison comme si elle méritait de respirer le même air que moi. Je ne peux pas guérir quand chaque décision que j'ai prise pendant des années me semble être une chaîne autour de mon cou. Parfois, je m'arrête et je me demande si j'ai bien fait.
pas en découvrant la vérité, car c'était inévitable. Je me demande si j'ai bien fait de l'exposer comme ça devant tout le monde, mais ensuite je me souviens des rires complices dans les messages, des plans secrets, des rencontres pendant que je m'occupais des enfants, et tout doute s'efface. Je ne l'ai pas fait par dépit, je l'ai fait parce que j'en avais marre d'avaler la merde que les autres laissent derrière eux, en attendant que quelqu'un la nettoie. Je l'ai fait parce que quelqu'un devait leur mettre un miroir devant le visage et les forcer à voir ce qu'ils étaient. Et si cela a brisé ma famille, alors qu'elle se brise. Mieux vaut une famille brisée qu'une famille construite sur des mensonges. Chaque jour qui passe, j'ai l'impression de devenir plus dur, de devenir moins sentimental, moins tolérant, plus froid. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je sais que c'est nécessaire. Parce que le combat n'est pas terminé, parce que la blessure saigne encore, parce que mon histoire avec eux a peut-être explosé, mais il reste encore beaucoup à régler. Cela ne va pas se terminer par un dîner et quelques cris. Pas quand il y a encore des vérités qui ne sont pas sorties au grand jour. Pas quand je sais que je peux encore leur faire un peu plus mal, parce que oui, j'ai exposé la trahison, mais je ne les ai pas encore fait payer. Et c'est ce qui vient ensuite. Mise à jour 4, 3 mois plus tard, la poussière ne flotte plus dans l'air. Elle s'est déposée, elle est devenue une croûte, une épaisse couche d'ennui, de routine fanée, de mots qui ne sont plus prononcés parce qu'ils sont épuisés. Et pourtant, sous cette croûte, la blessure est toujours ouverte. Elle ne saigne plus abondamment, mais elle palpite. Et chaque palpitation me rappelle que cette histoire, bien qu'elle ait commencé par une trahison, ne se termine pas tant que chacun de ceux qui m'ont détruit ne porte pas sa part de culpabilité, sans raccourci, sans pitié, sans possibilité de se cacher. Ce qui s'est passé ce soir-là au dîner n'était que le prologue. Ce qui est venu après, c'est la guerre silencieuse, la partie que personne ne voit, où l'on commence à ramasser les morceaux et à décider quoi en faire, reconstruire ou détruire davantage. J'ai choisi la deuxième option. La première chose que j'ai faite a été de creuser plus profondément dans les comptes, les mouvements, chaque chiffre qui apparaissait sur les relevés bancaires. Avec l'aide d'un ami qui travaille en expertise comptable judiciaire, un de ceux dont je ne savais pas que j'avais besoin jusqu'à maintenant, nous avons découvert de petits mais constants virements qui allaient vers un compte au nom d'un certain Mauricio Q, un nom qui n'apparaissait pas sur notre liste de contacts mais qui apparaissait fréquemment dans les registres de dépenses. En creusant un peu plus, j'ai découvert que c'était le pseudonyme d'une société écran enregistrée par mon frère il y a plus de 2 ans. Et devinez qui apparaissait comme signataire sur au moins 2 de ces transactions, ma femme. Ce n'étaient pas des montants exorbitants, mais c'était suffisant pour comprendre qu'il ne m'avait pas seulement trompé émotionnellement, mais qu'il me volait aussi sous la table pendant que je payais les factures, entretenais la maison et croyais que nous étions une équipe. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là était un mélange si brutal de rage, de dégoût et de déception que j'ai été surpris de ne pas avoir explosé. Ma thérapeute m'avait dit que chaque nouvelle révélation serait comme revivre la trahison à partir de zéro, mais ce n'était pas comme ça. C'était pire, parce que ce n'était plus seulement le lit, c'était la poche, c'était le temps, c'était l'effort, c'était mon travail transformé en argent sale, détourné, gaspillé pour leur petite aventure de merde. Alors, j'ai pris toutes ces informations, je les ai compilées dans un dossier bien organisé avec un soutien juridique, avec les conseils appropriés, et j'ai commencé à préparer la contre-attaque. Cette fois, il n'y aurait pas de dîner. Cette fois, il n'y aurait pas de famille présente. Cette fois, ça allait être froid, légal, chirurgical. J'ai envoyé une notification à ma femme par l'intermédiaire de l'avocat demandant une séparation formelle avec partage supervisé des biens et un audit complet de nos finances communes pour les 3 dernières années. Quand elle a lu la notification, son visage était un poème. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle m'a juste regardé avec de grands yeux et a dit qu'elle ne pouvait pas croire que j'étais si cruel. Cruel, c'était de baiser mon frère pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer l'école de nos enfants. J'ai répondu sans élever la voix, c'est la justice. Et ce serait confirmé. Mon frère, de son côté, a reçu une convocation formelle pour fraude fiscale présumée, puisque sa société écran ne déclarait pas de revenus, et avec le recoupement des données fournies par mon ami, nous avons réussi à démontrer au moins 2 irrégularités assez graves pour que les autorités fiscales y mettent leur nez. Je ne m'attends pas à ce qu'ils le mettent en prison, mais tant qu'ils le font suer, tant qu'il doit engager un avocat et dépenser ce qu'il a pour se défendre, ça me suffit pour l'instant. En parallèle, la situation avec mes enfants a changé. L'aîné, qui jusqu'à récemment restait obstinément silencieux, a finalement explosé. C'était une nuit au hasard. Nous regardions un film, et sans crier gare il l'a mis en pause et m'a dit qu'il en avait marre de ne rien savoir,
que tout le monde parlait dans son dos à l'école, que ses amis en savaient plus que lui, qu'il se sentait comme un idiot. Je lui ai expliqué tout ce que je pouvais avec la plus grande franchise que j'ai pu trouver, sans rien édulcorer, mais sans entrer dans des détails cruels. Je lui ai dit que sa mère et moi avions de graves problèmes, qu'elle m'avait trahi, que son oncle l'avait fait aussi, et que j'essayais de le protéger, lui et son frère, pendant que je réglais le désordre. Il m'a écouté en silence, les yeux rouges, sans cligner des yeux, puis il est allé dans sa chambre sans rien dire. Le lendemain, il m'a demandé d'aller en thérapie. Je l'ai emmené aussi, et sur le chemin, il m'a remercié doucement de ne pas lui avoir menti. Mon cercle social s'est réduit aux fidèles. Les autres, les tièdes, ceux qui me recommandaient de laisser tomber, sont tombés comme des feuilles mortes. Je n'ai pas besoin d'eux. Ça ne m'intéresse pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cette étape ne concerne pas les explications, elle concerne le nettoyage. Et ce qui n'ajoute rien s'en va. Ma mère, qui insiste encore sur les prières et les chants, a fini par admettre qu'elle ne peut pas être d'accord avec ce qu'ils ont fait mais qu'elle ne veut pas non plus voir son autre fils détruit. Je lui ai dit que ce n'est pas mon problème, que chacun récolte ce qu'il sème, et que si mon frère doit avaler sa propre merde, alors qu'il la mâche calmement parce que je ne vais pas lui donner un mouchoir pour s'essuyer. Intérieurement, je me sens comme une bombe à retardement qui a appris à contrôler le tic-tac. Je n'explose plus, je ne casse plus de choses. Mais cela ne veut pas dire que je suis en paix. Cela signifie que maintenant je pense plus, que maintenant je fais chaque pas avec précision, que maintenant je sais que la vengeance ne se présente pas toujours sous forme de cris et de scandales. Parfois, c'est un document signé, un courriel envoyé, une assignation à comparaître bien rédigée. Parfois, c'est simplement ne pas pardonner, ne pas oublier, ne pas donner de seconde chance juste parce que la famille, c'est la famille. Cette phrase est devenue une excuse pour justifier l'injustifiable. Eh bien, plus maintenant. Dans ma maison, dans ma vie, elle ne s'applique plus. Je ne sais pas si je suis meilleur, mais je sais que je suis plus éveillé. Et ça, au milieu de tout cet enfer, c'est ce qui se rapproche le plus d'une victoire parce qu'ils pensaient m'avoir brisé, qu'ils allaient me laisser allonger par terre en pleurant, suppliant des explications. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a des gens qui ne se brisent pas, ils se durcissent, et une fois qu'ils se durcissent, ils ne pardonnent pas, ni par amour, ni par le sang, ni pour rien. Mise à jour finale, 6 mois plus tard, il ne reste plus rien de l'homme que j'étais avant cette nuit. Ce ne fut pas une transformation immédiate, romantique, ou l'une de ces transformations que les gens romancent dans les livres, comme si la souffrance était une sorte de baptême spirituel. Ce fut lent, douloureux, et en grande partie forcé, mais inévitable. Ce qu'ils m'ont fait ne m'a pas seulement enlevé ma confiance, ma sécurité et mon foyer. Ça a arraché l'innocence tardive de croire que, malgré tout, la famille protégeait, que la chose la plus sacrée serait toujours la loyauté des siens. Et quand cette fondation est perdue, tout ce que vous avez construit vacille. J'ai dû regarder ma vie s'effondrer brique par brique et rester quand même debout pour ramasser les décombres avec des mains ensanglantées. Il y a 2 mois, ma femme, enfin, ex-femme, car le divorce est officiel, a quitté la maison définitivement. Au début, elle a menacé de rester, de se battre pour la garde, de faire valoir ses droits. Mais une fois que son avocat lui a expliqué les implications de tout ce que j'avais trouvé, une fois que les preuves que j'avais sur sa complicité dans le détournement de fonds ont été mises en lumière, elle a changé de ton. Elle a compris que si elle voulait continuer à jouer, elle allait perdre. Alors elle est partie avec une valise à moitié faite, sans même dire au revoir aux enfants, sans regarder en arrière. Elle m'a juste laissé une note de 3 lignes écrites d'une écriture que je connaissais par cœur et qui maintenant me semble complètement étrangère. Elle disait quelque chose comme elle espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner, que tout était devenu hors de contrôle, et qu'elle ne savait pas comment gérer ça. Une phrase si vide que si ce n'était pas pour le papier sur la table, j'aurais juré qu'elle ne l'avait jamais écrite. Mes enfants l'ont regardée partir sans faire d'histoire. Le plus jeune a pleuré un moment, demandant pourquoi maman partait encore. L'aîné s'est enfermé dans sa chambre et n'a parlé à personne pendant 2 jours. C'était dur, mais ce n'était pas inattendu. Tous deux savaient, chacun à leur manière, que ce n'était que la fin de quelque chose qui était déjà brisé depuis longtemps. Depuis lors, tout a été une lente reconstruction, de nouvelles routines, des silences plus sains, des conversations plus sincères. Chaque soir, nous dînons tous les 3 ensemble, nous parlons de l'école, de leurs projets, des émissions qu'ils aiment. Tout n'est pas parfait, mais au moins il n'y a plus de masque. Et ça, après tant de choses, c'est comme respirer à nouveau après des mois sous l'eau.
Mon frère, de son côté, est devenu un fantôme. Légalement, il est empêtré. Les problèmes fiscaux découlant de sa société fictive continuent de s'aggraver. Je ne sais pas s'il finira par avoir des charges formelles, mais je sais qu'il l'enquête à fond. Ce que je sais, c'est qu'il a déménagé de la ville, qu'il a rompu avec sa petite amie, qu'il a apparemment aussi trompé, surprise, et que personne dans la famille ne veut savoir grand-chose de lui. Mes parents, qui au début ont essayé de maintenir un contact minimal, ont fini par couper la communication. Ma mère dit qu'elle ne peut pas regarder son fils sans ressentir de la honte, et mon père l'a simplement effacé. Je n'ai pas de place dans ma vie pour les lâches, m'a-t-il dit un après-midi alors que nous prenions un café sur son balcon. C'était la seule fois en ces mois que j'ai vu dans ses yeux un mélange de déception et de tristesse qui semblait plus lourd que n'importe quel sermon. J'ai appris des choses dans ce processus que je n'aurais jamais pensé devoir apprendre. Comment lire entre les lignes des relevés bancaires? Comment identifier la trahison émotionnelle avant qu'elle ne devienne physique? Comment élever 2 enfants avec un cœur brisé sans transmettre la rage que l'on ressent? Et surtout, comment se survivre à soi-même après une telle destruction personnelle? Parce que le plus dur n'était pas ce qu'ils ont fait, c'était comment ils m'ont transformé, comment ils m'ont forcé à devenir une version de moi-même que je ne savais pas exister, une version plus froide, plus logique, plus alerte. Et bien que parfois l'homme naïf qui croyait que l'amour suffisait me manque, je ne le regrette plus parce que celui que je suis maintenant ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et ça, dans ce monde, c'est un avantage. J'ai récemment croisé une cousine que je n'avais pas vue depuis le dîner. Elle m'a serré dans ses bras comme si une décennie s'était écoulée et m'a dit que les gens parlent encore de cette nuit, que c'était comme une explosion, que beaucoup se demandent encore comment j'en ai été capable. Et je lui ai répondu ce que j'ai répété tant de fois en thérapie que ça sort déjà automatiquement parce que si je ne le faisais pas, je pourrirais de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'avoir gagné. Il n'y a pas de gagnant dans une histoire comme celle-ci. Il s'agit de ne pas m'être laissé complètement détruire, d'avoir parlé quand le plus facile aurait été de rester silencieux, d'avoir exposé ce que beaucoup préfèrent cacher pour ne pas causer de malaise. Et oui, c'était cruel, c'était brutal, mais c'était nécessaire. Si je ne l'avais pas fait, ils auraient continué à rire dans mon dos, et je n'allais pas permettre ça. Aujourd'hui, je dors seul, mais en paix. La maison est silencieuse, mais pas tendue. Les enfants grandissent, s'adaptent, guérissent, et je suis toujours là, me reconstruisant jour après jour, pièce par pièce. Je n'attends plus d'excuses, je n'attends plus de justice divine. Il me suffit de savoir que, tous les deux, vont devoir vivre avec la culpabilité, avec le regard de leurs enfants quand ils découvriront toute la vérité, avec la distance d'une famille qui ne leur fait plus confiance, et avec la certitude que l'homme qu'ils pensaient faible, celui qu'ils pensaient qu'ils briseraient en silence, a été celui-là même qui leur a fait voir en face l'enfer qu'ils ont causé. Ainsi se termine mon histoire, non pas avec une fin heureuse, mais avec une fin juste, parce que la vengeance n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de beaucoup plus important, ma liberté. Et que ce soit clair pour ceux qui lisent ceci, pour ceux qui ont traversé quelque chose de similaire ou qui craignent de le traverser un jour, si quelqu'un vous crache au visage en vous disant qu'il vous aime, ne lui essuyez pas la bouche. Cassez-lui les dents, et puis continuez votre chemin.